Ce fragment, détaché d'archives dont nul ne se souvient plus du scriptorium d'origine, porte la trace d'encre séchée et de serments effacés. Ces lignes vacillantes décrivent non des batailles, mais l'infime géométrie du savoir proscrit, ces agencements d'idées si dangereux que l'Inquisition préfère effacer les esprits plutôt que corriger les erreurs. On y lit la cartographie d'un silence imposé, comme si le temps lui-même avait été réécrit pour que certains faits n'aient jamais eu lieu ou ne puissent plus être pensés. Sous la poussière radioactive et la cire brûlée, les runes de scellement, à demi consumées, évoquent des chambres d'interrogation sans fenêtres, des vox-récits interrompus, des mémoires sectionnées chirurgicalement à l'aide de litanies et de chants neuroniques. Dans l'amas indistinct de noms rayés, de mondes reclassifiés, se dessine la silhouette d'une vérité fragmentée, dissoute dans la masse anonyme du martyr. Dans le 41e millénaire, où l'humanité survit par la stricte limitation de ce qu'elle peut concevoir, chaque idée est pesée comme un isotope instable, chaque hypothèse évaluée selon sa capacité à fissurer le dogme qui soutient un empire moribond. Ce document ne parle pas de héros, mais de variables éliminées, de témoins réduits au statut de rumeurs, de lignées entières discrètement réorientées pour que certains souvenirs cessent de se transmettre par le sang. Les marges noircies témoignent de révisions successives, d'indexations changeantes, comme si l'Inquisition elle-même craignait la forme exacte de ce qu'elle tente d'ensevelir. Entre les lignes, au détour d'une référence à moitié grattée, paraît l'ombre d'une équation commune reliant hérésie, déviation et simple curiosité. Ainsi s'assemble, à partir de débris textuels, la topographie d'un interdit si vieux qu'il semble naturel, et dont la seule fonction est d'assurer que certains secrets ne survivent jamais à ceux qui les découvrent et se perdent comme une seconde mort dans l'oubli impérial. Sous les strates les plus anciennes de l'Archivum Obscurus, là où la poussière se mélange à des particules sépulcrales issues des premiers bûchers impériaux, se trouve un renfoncement muré que les inventaires successifs mentionnent à peine, sous des appellations changeantes. Les cerveau-crânes qui y patrouillent n'enregistrent plus que des moyennes de radiation, des relevés de température et de pression, sans annotation humaine. Au centre de cet espace clos, enchâssé dans un treillis de fer noirci et de plomb sanctifié, gît un ensemble d'urnes scellées, chacune cerclée de bandes de métaux rituels où des noms n'apparaissent qu'à l'état d'empreintes arrachées. Nul n'a conservé le texte exact des premières promesses gravées en leur sein, mais les catalogues spectraux, encore lisibles dans certains cogitateurs à moitié effacés, suggèrent la présence de carbone humain, de fibres de parchemin votif, d'encre bioréactive contenant des fragments de gènes identitaires. On y lit, par la négative, les traces d'un pacte fondateur, né dans l'ombre du trône d'or, lorsque l'humanité, incendiée par ses propres guerres de trahison, décida de confier à quelques-uns le droit d'effacer les autres pour préserver une version meurtrie de son avenir. Les premiers serments de l'Inquisition ne furent pas conçus pour être cités, mais pour être consumés. Rédigés sur des supports choisis pour leur propension à retenir l'empreinte psychoactive des mots, ils étaient ensuite offerts à la flamme, mêlés à des fragments de reliques et au sang des signataires. Les cendres obtenues étaient rassemblées, étudiées selon les critères conjoints des théogonistes et des techno-archéologues, puis enfermées en stase, afin que la forme invisible du serment continue d'imprégner l'organe conceptuel de l'institution. On croyait que les résidus de signification subsistaient dans la structure moléculaire même des particules, comme un spectre logique, une ombre de volonté figée au seuil de l'oubli total. Pourtant, au fil des millénaires, de nombreuses urnes ont été discrètement retirées, reclassées, parfois brisées, leur contenu dispersé dans des conduits de recyclage cérémoniel. Les registres associés furent amendés, les biomarques des signataires reconfigurées ou purement supprimées de certaines lignées généalogiques. Ce qu'avaient promis ces premiers inquisiteurs, ce qu'ils s'étaient juré de traquer et d'extirper, dépassait manifestement les limites ultérieures de ce que l'impérium acceptait de reconnaître comme possible.
Les rares fragments de métadonnées qui subsistent indiquent que ces serments initiaux concernaient moins la lutte contre l'hérésie visible que la gestion d'un certain type de pensée, décrit par des périphrases devenues aujourd'hui des coquilles vides. Il est fait mention de structures mentales divergentes, de trajectoires conceptuelles autoréplicatives et de noyaux cognitifs incompatibles avec la continuité impériale. Les scribes ultérieurs, chargés de réviser les archives à la suite de l'âge de l'apostasie et des purges qui s'ensuivirent, rayèrent systématiquement ces expressions, les remplaçant par des termes plus convenables, plus directement religieux, moins introspectifs. Ainsi, là où les premiers serments semblaient s'intéresser à la nature même de la curiosité, à la mécanique intérieure du doute et de l'invention, les formulations ultérieures se réduisirent à une dénonciation générale de la déviation et de la contamination. La chimie des cendres emporte le témoignage silencieux. Les premières couches montrent une abondance d'encre chargée de neurocatalyseurs, utilisés pour inscrire des concepts destinés à modifier en profondeur la structure mentale des sermentés. Les couches suivantes, plus récentes, ne présentent plus que les composants banals des écritures liturgiques et des condamnations rituelles. Il existe, dans un registre auxiliaire, la mention cryptique d'une opération de réalignement sermentaire, conduite par un conclave réuni sur Terra lors d'une conjonction rare d'éruptions solaires et de perturbations warp. Le but apparent de cette entreprise aurait été de dissocier l'Inquisition de certains engagements jugés dangereux pour la stabilité de l'espèce, comme si le simple fait de se souvenir de tel ou tel aspect des menaces originelles, tel qu'aperçu par les premiers témoins de l'hérésie, constituait désormais un risque supérieur à toute utilité stratégique. On y devine l'ombre d'une vérité plus amère. L'institution fondée pour affronter l'inconcevable aurait, à un moment donné, réécrit ses propres fondations afin de ne plus être tenue d'en porter la pleine charge. Les cendres des premiers serments, dès lors, n'étémentent plus des ancrages, mais des anomalies, des rappels incriminants de ce que l'Inquisition avait jadis accepté de savoir, et qu'elle refusait à présent à ses descendants. Certains crypto-archivistes, travaillant sur des copies corrompues de ces dossiers, ont tenté d'établir une corrélation entre les urnes disparues, les lignées effacées et les zones d'ombre du dogme impérial. Il apparaît que chaque serment retiré du corpus correspond à un domaine intellectuel progressivement vidé de ses repères, à une région entière de la pensée humaine déclarée dangereuse au point de n'être plus même nommée. Rien ne subsiste que des contours, des silences structurés, des vides soigneusement entretenus. Dans les schémas qu'ils ont reconstitués, ces chercheurs clandestins voient prendre forme une sorte de constellation inversée, non pas un ensemble d'étoiles, mais une carte de ténèbres, un réseau de points soustraits, définissant par leur absence les limites de ce qu'il est permis de concevoir. Les cendres fossilisées des premiers serments deviennent alors les premiers marqueurs d'une entreprise plus vaste, une entreprise de géométrie mentale qui ne se contente pas d'interdire des actes, mais réorganise les paysages mêmes de l'esprit, préparant, au-delà de ces fragments brisés, la lente ébauche d'une véritable cartographie des pensées proscrites. Dans certaines annexes profondes de l'administratum, là où les cogitateurs sont si anciens que leurs plaques de données se sont soudées à leur châssis, subsistent les restes d'un projet dont nul décret actuel ne reconnaît l'existence. Entre des registres fiscaux de mondes morts et des cartographies stellaires devenues caduques depuis des millénaires, quelques blocs de mémoire ruinés portent des traces de schémas mentaux indexés comme s'il s'agissait de systèmes planétaires. Les protocoles qui y sont associés utilisent le lexique de l'astrométrie et de la géographie, mais ce ne sont ni des routes spatiales, ni des frontières politiques qu'ils décrivent. Il s'agit de régions de la pensée humaine, classées en cadrans, en zones critiques, en corridors de dérive, comme si l'esprit lui-même avait été traité, tel un secteur entier, à pacifier. Les premiers inquisiteurs qui prirent part à cette entreprise ne se nommaient pas encore ainsi. Les signatures fragmentaires que l'on retrouve dans les marges portent des titres anciens, hybrides, mêlant fonctions administratives, rangs militaires et dignités cultuelles. Leur tâche, telle qu'on peut la reconstruire à partir des traces résiduelles, consistait à cartographier non les idées isolées, mais les enchaînements d'idées,
les séquences conceptuelles susceptibles de conduire, avec une régularité inquiétante, à ce que les documents appellent des ruptures de loyauté ontologique. Sur des matrices polydimensionnelles, générées à l'aide de moteurs de calcul aujourd'hui disparus, furent projetées d'innombrables trajectoires de réflexion, issues de témoignages, d'interrogatoires, d'autoconfessions forcées, mais aussi d'analyses de textes théoriques saisis puis détruits. Chaque chemin mental, chaque progression de prémices à conclusion fut traduit en vecteurs, en courbes, en zones de densité anormale. À la place de nations ou de systèmes solaires, les cartes obtenues montraient des amas d'interrogations, des courants de doute, des archipels d'hypothèses. Certaines configurations revenaient avec une insistance statistique telles qu'elles furent traitées comme des foyers d'infection. Les scribes les désignèrent par des codes qui, au fil du temps, se virent saturés de strates interprétatives. Ce qui n'était, à l'origine, qu'une simple notation méthodique, devint peu à peu, par l'accumulation de décrets et de commentaires, le vocabulaire d'une théologie de la pensée elle-même, où chaque tournant logique, chaque modalité de comparaison ou de remise en cause se trouvait corrélée à des destins précis de rébellion, de cultes déviants, de contacts interdits avec des fragments de savoir xéno ou warpique. Les outils utilisés pour produire cette cartographie ont presque tous été effacés, mais certains rapports de calibration subsistent. Ils décrivent des champs psychostatistiques, des matrices capables de décomposer les récits humains en particules d'argumentation, de mesurer la fréquence de certaines associations d'idées comme on mesure la présence d'un isotope rare dans une roche. À partir de ces mesures, des zones furent définies, non linéaires, emboîtées, parfois contradictoires. Elles portaient des noms aussi abstraits que les territoires qu'elles prétendaient circonscrire. Il y eut des plaines de convergence, où se rassemblaient les pensées tendant, quelle que soit leur origine, à remettre en question les prémices de la souveraineté impériale, des fissures d'intégration où se logeaient les réflexions cherchant à concilier connaissances hérétiques et dogmes officiels, des couronnes de simulation où proliféraient les hypothèses expérimentales visant à tester empiriquement des énoncés proclamés intangibles. Peu à peu, cette topographie abstraite fut utilisée comme matrice de classification. Chaque interrogation enregistrée, chaque doute arraché sous contrainte, chaque traité saisi était projeté dans ce paysage mental, assigné à une zone comparée à des cas antérieurs. Une généalogie des dérives intellectuelles prit forme, indépendante des peuples, des langues ou des époques. À travers ce prisme, les guerres de religion, les schismes doctrinaux, les hérésies technologiques, tout cela se trouvait ramené à des itinéraires récurrents à l'intérieur d'un même territoire invisible. Les maîtres de ce projet se convainquirent rapidement que l'extinction durable de certaines branches de pensée n'exigeait plus seulement la destruction de textes ou de communautés, mais l'altération méthodique de ces chemins intérieurs, la réorganisation des routes disponibles au sein même de l'esprit humain. Les implications de cette conclusion furent d'abord consignées avec prudence, comme de simples hypothèses de travail. Pourtant, des annotations tardives montrent que ces cartes commencèrent à influencer la pratique inquisitoriale. Plutôt que d'énumérer des contenus interdits, certains ordos expérimentaux s'attachèrent à repérer des structures argumentatives jugées dangereuses. Un sermon pouvait être condamné non pour ce qu'il affirmait en surface, mais parce qu'il reproduisait, dans la forme de sa progression logique, un motif déjà corrélé à des déviations catastrophiques. Des protocoles d'interrogatoire furent ajustés pour interrompre précocement des chaînes de raisonnement, détourner le cours de la pensée vers des zones considérées comme stables, sans permettre au sujet d'atteindre certaines conjonctions critiques. Avec le temps, la cartographie des pensées proscrites se mua en quelque chose de plus vaste, une sorte de plan directeur pour la reconstruction de la psyché impériale, des révisions doctrinales, des simplifications liturgiques, des reconfigurations de mythes saints furent conçus pour prévenir l'émergence de certaines structures mentales. Les rites furent épaissis de redondance, les récits sacrés rendus circulaires, se refermant sur eux-mêmes, afin que la pensée, lancée à leur poursuite,
se brise sur des répétitions, au lieu de continuer à se déployer. Des champs sémantiques entiers furent saturés de symboles contradictoires, de manière à rendre certains liens conceptuels impraticables, comme des routes encombrées de ruines. Les archives témoignent aussi d'un revers silencieux. Plus ces cartes se précisaient, plus certains secteurs apparaissaient comme étrangement vides. Des configurations de pensée que l'on aurait dû rencontrer fréquemment par simple combinatoire ne surgissaient jamais. Des motifs potentiels demeuraient inoccupés, comme si la nature humaine, déjà infléchie par d'antiques interventions, avait perdu la capacité d'emprunter spontanément certains chemins. Les annotations marginales parlent de trous noirs cognitifs, de abîmes inaccessibles, de potentialités éteintes. L'idée commença à se répandre parmi les plus discrets de ces cartographes que ce projet ne faisait peut-être que prolonger une œuvre antérieure, plus radicale encore, menée à une échelle oubliée. C'est à ce stade que les traces se fragmentent. Des scellés inquisitoriaux apparaissent sur les derniers segments de données. Des couches de code d'accès se superposent, puis plus rien que des trous, des plages de silence absolu dans les enregistrements. On devine pourtant que la cartographie n'a pas cessé d'exister, mais qu'elle a été déplacée, transposée dans des supports plus sûrs, plus obscurs. Ceux qui y avaient accès semblent avoir conclu que cette connaissance, si elle tombait en des mains impréparées, permettrait non seulement de repérer les hérésies, mais aussi de les susciter à volonté, en traçant méthodiquement les trajectoires mentales menant à chaque forme de rupture. L'entreprise, née comme un outil de prévention, frôlait dès lors la possibilité de devenir un art d'ingénierie de la subversion. Les rares remarques survivantes sur la clôture de ce programme évoquent un recentrage sur les méthodes traditionnelles et la nécessité de réduire la granularité de l'analyse intellectuelle pour préserver la pureté de la foi. En réalité, derrière ces formules apaisantes se profile une autre crainte. Celle que la connaissance détaillée de la topographie de l'esprit humain ne rende visible, à nu, les zones que l'impérium lui-même n'ose plus nommer, ces régions entières d'expérience et de réflexion, déjà condamnées par des décisions plus anciennes encore. C'est vers ces zones muettes, ces ombres antérieures aux cartes elles-mêmes, que se tournent les indices suivants, dissimulés dans l'index sigma des mondes renommés. L'index sigma ne figure dans aucun des grands répertoires de navigation, ni dans les rouleaux cartographiques que se transmettent les maisons de navigateurs, ni même dans les tables de reconnaissance de l'Astra Militarum. Il n'apparaît qu'en transparence, comme une ombre mathématique sous certains fichiers de l'administratum, sous la forme de codes de révision apposés à la suite de désignations planétaires autrement anodines. À première vue, il s'agit d'un simple registre de renommage, monde rebaptisé, secteur reclassifié, coordonnées légèrement corrigées pour tenir compte de dérives gravitationnelles ou d'accidents warp. Pourtant, les tables annexes, corrodées par des siècles de surcharge, trahissent un autre usage. Chaque entrée sigma correspond à un effacement préalable, un nom antérieur, une toponymie entière dissoute, des archives d'origine compressées jusqu'à l'illisible. La structure des métadonnées, les signatures inquisitoriales imbriquées dans les codes de validation, montrent que ces renommages ne visent pas seulement à rectifier la carte physique de l'impérium, mais à retoucher sa carte mentale. Les mondes du sigma ont en commun d'avoir été des points de densité anormale dans la cartographie des pensées proscrites, des lieux où certaines configurations intellectuelles apparaissaient avec une fréquence statistiquement intenable. Les rapports survivants parlent de convergence conceptuelle répétée, de nœuds d'itération déviante, comme si la géologie, le climat social, les traditions locales et des facteurs plus obscurs avaient favorisé, d'une génération à l'autre, la réapparition des mêmes enchaînements d'idées. À l'issue d'analyses croisées avec les matrices psychostatistiques, l'Inquisition conclut que, pour certains foyers récurrents, la destruction matérielle ne suffisait pas. L'exterminatus, même conduit à son terme, laissait des fragments, des réfugiés, des traces linguistiques capables de réactiver, ailleurs, la même architecture intérieure. Il fut alors décidé d'agir sur les désignations elles-mêmes. Le nom d'un monde
dans la logique impériale, n'est pas seulement un repère pratique, il devient, par la répétition liturgique, un motif résonnant dans le noosphère humain, un cristal verbal autour duquel se structurent des souvenirs, des récits, des justifications. Les techno-augures qui servirent au premier conclave Sigma démontrèrent que certaines suites phonémiques, associées à des mythes précis, tendaient à attirer, comme par une gravité faible mais continue, des formes comparables de spéculation, des schémas d'analogie, des mises en doute cycliques. Le nom se comportait comme un point d'ancrage dans la topographie mentale mise à jour par les cartographes de l'esprit, un attracteur discret pour des trajectoires conceptuelles jugées inacceptables. L'index sigma fut conçu pour recenser ces ancrages et les neutraliser par substitution. À chaque monde concerné, on assigna un nouveau nom, choisi selon des critères inverses: structure sonore inoffensive, absence d'écho mythologique, faible potentiel de résonance symbolique. Des liturgies de substitution furent émises, obligeant clergé, officiers, marchands à intégrer la nouvelle désignation comme s'il s'était toujours agi de l'unique. Les anciens noms furent retirés non seulement des archives, mais des rites. Dans certains cas, des campagnes de correction phonétique furent ordonnées, visant à effacer jusque dans les dialectes des réfugiés les traces articulatoires par lesquelles l'ancien toponyme pouvait se transmettre. Les astropathes reçurent de nouvelles clés de reconnaissance, les maisons de navigateurs ajustèrent leurs cartes intérieures et des équipes spéciales parcoururent les bibliothèques de bord, les registres familiaux, les inscriptions sur les reliques pour briser, de façon quasi chirurgicale, la continuité des noms. Sur le plan technique, ces opérations se traduisent par de petites anomalies, flux de données interrompus, duplication forcée de références, plages de silence insérées dans les transmissions chronologiques des chancelleries planétaires. Sur certains segments de Vox Archive, on perçoit des lacunes où un nom aurait dû surgir, remplacé par un crachotement, un souffle de statique sanctifié, puis par la répétition insistante de la nouvelle appellation. Les psychanas, associés en secret à ce programme, observèrent un phénomène inattendu. Malgré la rigueur des effacements, les chambres warp associées à ces mondes conservaient, parfois durant des siècles, une sorte d'arrière-goût vibratoire de l'ancien nom. Des messages astropathiques d'apparence banale, une fois soumis à des analyses à haute résolution, révélaient des harmoniques résiduelles, comme si le tissu même de l'immatériel persistait à murmurer les syllabes condamnées. Les marges de l'index consignent ces perturbations sous forme de coefficients de décroissance sémantique, mesurant le temps nécessaire pour que l'ancienne désignation perde sa capacité à structurer des songes, des visions, des prémonitions. Dans cette perspective, chaque monde sigma devient un laboratoire involontaire, un observatoire de la vitesse à laquelle l'oubli peut, ou non, être imposé à grande échelle. Beaucoup d'entre elles nous restent mutilées, ne laissant deviner que la silhouette des événements qui ont suscité la mesure. Sur un monde des confins nord-occidentaux, rebaptisé au 3e millénaire du règne impérial, quelques bribes de rapports laissent entrevoir une corrélation presque parfaite entre la renaissance cyclique de doctrines hérétiques et la simple mention de son ancien nom dans des champs populaires. Sur un autre, c'est une suite de calculs astronomiques, associés à la désignation pré-sigma de la planète, qui servait de point de départ à des spéculations sur la nature du temps, jugées insupportables pour la continuité du culte. À chaque fois, l'Inquisition choisit de frapper le signe plutôt que le signifier, convaincue que la maîtrise des vecteurs symboliques orienterait, à terme, la dynamique entière des pensées. Pourtant, plus l'index se complexifiait, plus des dissonances apparaissaient. Certains mondes, rigoureusement renommés, continuaient d'engendrer, sous d'autres formes, des formes voisines de déviation. D'autres, au contraire, semblaient bon s'apaiser, mais au prix d'une étrange atonie. Les témoignages évoquent des populations privées d'élan, des cultures réduites à la répétition la plus terne du dogme, comme si l'ablation d'un nom avait retiré plus qu'une menace, amputant aussi des potentialités neutres, voire nécessaires. Quelques crypto-analystes, travaillant en marge du programme, commencèrent à suspecter que les noms antérieurs n'avaient pas été des causes,
mais des symptômes visibles de courants plus profonds, inscrits dans la trame génétique, dans des vestiges meumétiques pré-impériaux, ou dans des interactions anciennes avec le warp. Certains allèrent plus loin, suggérant que la récurrence de ces foyers nés sur des mondes sigma trahissait l'existence d'un plan d'organisation mentale antérieur à l'impérium, dont l'index, malgré lui, retraçait la forme négative. Ces propositions ne furent jamais officiellement entérinées, mais l'on retrouve, à proximité des entrées les plus sensibles, des scellés additionnels, superposant à la marque sigma celle d'Ordo plus obscure, chargée de surveiller non plus seulement les planètes, mais ceux qui osaient encore en interroger la signification. Dans un mince filet de commentaires, presque entièrement gratté, affleure la trace d'un individu qui, au mépris de toutes les procédures, chercha à recomposer la cartographie originelle des mondes renommés, croisant les données de l'index avec les vestiges de la géométrie mentale interdite. Sa signature n'apparaît dans aucun registre officiel. Son matricule a été systématiquement effacé, mais ses notes, dispersées à travers plusieurs dépôts d'archives, dessinent la silhouette d'un destin singulier, celui d'un interrogateur sans registre, dont la biographie fragmentée hante encore les marges de ses documents mutilés. Son nom véritable ne survit nulle part. Les registres de recrutement des Scolae, qui auraient pu l'accueillir, portent des zones de bruit, des lacunes comblées par des interpolations automatiques, comme si la trame même des enregistrements avait été retouchée pour glisser sur lui sans l'accrocher. Pourtant, la silhouette de cet interrogateur sans registre se dessine à travers des coïncidences trop précises pour être fortuites. Des annotations identiques dans des fonds d'archives sans lien apparent, des schémas mentaux reproduits avec la même main sur des siècles supposés distincts, des signatures biométriques spectrales récurrentes dans les diagnostics de cogitateurs surchargés. La figure qui émerge de cette poussière de preuves n'est ni un individu au sens ordinaire, ni une simple fonction impersonnelle, mais une convergence, un point fixe autour duquel se sont agrégées certaines tâches qu'aucun autre membre déclaré de l'Inquisition n'acceptait de porter. Les premiers indices attestent d'une intelligence formée dans l'environnement, contraint d'un scriptorium disciplinaire, exposé très tôt à des textes jugés trop instables pour être confiés à des automates. Les systèmes de surveillance neuronale mentionnent, parmi des cohortes anonymes de novices, un sujet dont les trajectoires synaptiques s'écartèrent des normes tout en demeurant étonnamment stables. Là où d'autres montraient des signes de rupture, de décomposition psychique face aux matériaux interdits, ce sujet absorbait sans éclatement des contradictions doctrinales extrêmes, les maintenant en suspens dans une structure mentale non résolutive. Les rapports d'alors parlent, avec une prudence mal dissimulée, d'une plasticité contrôlée, d'une capacité à parcourir des zones d'incompatibilité conceptuelle sans y être consumé. Il fut probablement prélevé à ce stade, soustrait aux circuits habituels de promotion vers le clergé ou l'administration. Les traces de son passage se fragmentent, se dédoublent, comme si plusieurs versions de sa biographie avaient cohabité un temps avant d'être écrasées les unes sur les autres. Dans certains documents, il apparaît comme auxiliaire d'un ordo spécialisé dans la surveillance des déviances doctrinales. Dans d'autres, comme attaché technique auprès d'un conclave étudiant, les retombées meumétiques de guerres civiles lointaines. Partout, le même motif souterrain revient. Il est chargé de recomposer des continuités à partir d'archives volontairement lacunaires, de reconstituer des généalogies d'idées que l'Inquisition avait cru détruites. On lui confie les zones d'ombre, les résidus logiques, les corrélations anormales que les procédures ordinaires ne savent pas dissiper. C'est dans le voisinage des premiers programmes de cartographie mentale et des travaux précurseurs de l'index sigma que sa main devient plus visible. Des schémas anonymes destinés à modéliser les enchaînements de pensées menant à certaines hérésies récurrentes sont révisés selon une même logique. Les segments linéaires y sont remplacés par des réseaux, les points d'origine par des champs statistiques, comme si leur auteur refusait de considérer l'erreur comme un événement isolé pour n'y voir qu'une manifestation locale d'une structure plus vaste. Des annotations marginales, longtemps attribuées à des collectifs, portent en réalité une continuité stylistique troublante.
Elles insistent sur la nécessité de distinguer soigneusement le contenu superficiel des doctrines condamnées de l'architecture sous-jacente de l'esprit qui les a produites, avertissant que frapper les premières sans comprendre la seconde revient à enfermer l'eau sans toucher au cours du fleuve. À mesure que ces études s'affinent, un glissement s'opère. Les matrices de corrélation cessent de se limiter aux populations hérétiques identifiées pour intégrer, à titre de comparaison, des échantillons de pensée loyales. Les mêmes outils qui servaient à repérer les dérives sont appliqués, discrètement, à l'étude des sermons approuvés, des traités officiels, des décisions doctrinales. Dans des couches encore partiellement lisibles de ces analyses, on trouve des notations où les itinéraires internes de certains théologiens impériaux apparaissent étrangement proches de ceux de penseurs ultérieurement condamnés. Des coefficients de similitude sont calculés, montrant que, sous des terminologies antagonistes, les mouvements de l'esprit empruntent parfois des routes voisines, voire identiques. Ces résultats, soigneusement dissimulés, ne furent jamais présentés dans leur intégralité à un conclave officiel. La figure de l'interrogateur se précise en creux dans les réactions qu'elle suscite. Des décrets dispersés prescrivent la destruction de certains jeux de données, l'arrêt de programmes de modélisation trop intrusifs, la dissolution d'unités de recherche qui ne sont même pas nommées. Dans les zones de texte grattés, là où les raisons de ces décisions auraient dû figurer, se listent encore, à l'aide de filtres spectraux, des fragments de mots. Réflexivité, contamination par auto-analyse, instabilité de l'objet inquisitorium. Il semble qu'à un moment donné, la ligne ait été franchie, qui séparait l'étude des dangers extérieurs de l'examen de la structure mentale de l'Inquisition elle-même. Au centre de ce basculement, toujours la même main anonyme, la même obsession pour les symétries cachées. On retrouve, disséminées à travers des dépôts secondaires, des séries de notes personnelles que rien ne rattache explicitement à un auteur identifié, mais que la tradition clandestine attribue à cet interrogateur sans registre. Elles décrivent, dans une langue volontairement appauvrie, des expériences d'auto-observation cognitive menées selon les protocoles appliqués aux suspects. Suivant ces indications, leur auteur soumet sa propre pensée aux matrices de corrélation, mesure l'apparition de motifs proscrits dans ses raisonnements, observe la manière dont les structures inquisitoriales elles-mêmes favorisent certains chemins mentaux tout en obstruant d'autres. De cette introspection méthodique résulte une conclusion que peu d'ordres auraient tolérée. L'institution chargée de surveiller l'esprit humain n'en est pas seulement le gardien, mais l'une de ses forces de façonnage les plus radicales, agissant sur des échelles de temps capables de rivaliser avec celles de l'évolution biologique. Il n'est pas surprenant que, peu après l'élaboration de ces hypothèses, toute mention explicite de leur auteur ait commencé à s'effacer. D'abord, des corrections mineures altèrent les métadonnées le concernant, fusionnant ses contributions avec celles de collectifs sans visage. Puis apparaissent des protocoles d'audit ciblés, visant les systèmes de stockage où ces travaux étaient rassemblés. Des blocs entiers de données sont passés au crible de techniques d'altération non seulement matérielles, mais mémorielles, impliquant des champs de résonance destinés à effacer jusqu'aux souvenirs organiques liés à ces documents. Les témoignages résiduels d'agents ayant participé à ces opérations montrent des zones de flou dans leur propre récit, comme si la simple exposition au nom de l'interrogateur suffisait à déclencher des manœuvres de refoulement. La dernière trace temporellement datable qui puisse lui être associée provient d'un rapport technique sans signataire concernant un incident lors d'une opération d'excision mnésique sur un sujet de haute valeur. Le document mentionne l'apparition imprévue d'un observateur de protocole, décrit par des caractéristiques physiques et cybernétiques qui recoupent les rares indices antérieurs. Cet observateur aurait contesté, avec une rigueur glacée, certains paramètres de l'effacement, arguant que les méthodes employées détruisaient des structures mentales dont la compréhension aurait été nécessaire pour prévenir la récurrence des mêmes dérives. L'incident se conclut sur une ellipse. L'entrée suivante du registre commence après la procédure, avec des schémas révisés et une note laconique indiquant que certaines questions ne seront plus soulevées. Dès lors,
l'interrogateur disparaît comme individu pour se dissoudre dans les dispositifs mêmes qu'il avait contribué à perfectionner. Sa biographie se confond avec l'histoire des techniques d'amputation de la mémoire, avec ces procédures par lesquelles l'Inquisition ajuste, rogne, réécrit les trajectoires intérieures de ceux qu'elle juge trop exposés à certains secrets. Ceux qui tentent aujourd'hui de recomposer son existence ne trouvent plus qu'un fil ténu reliant son obstination à comprendre aux raffinements ultérieurs des protocoles de l'excision mémoirelle, où son nombre dérivé, distordu, semble encore hanter les marges des formules et des champs de stase destinés à faire taire, jusque dans le cortex le plus intime, ce que l'impérium refuse de laisser subsister. Les protocoles de l'excision mémoirelle ne se présentent jamais comme un corpus unifié, mais comme une sédimentation de couches techniques, doctrinales et superstitieuses, réécrites à mesure que l'Inquisition découvrait les limites de ce qu'il était possible de retirer d'un esprit sans altérer irréversiblement l'outil humain qui le portait. Les plus anciens fragments, préservés sous forme de plaques de données vitrifiées, décrivent des procédures brutales où l'on traitait la mémoire comme un simple dépôt à raser. Électroscourge, champ de saturation synaptique, drogue amnésique d'une rusticité toxique. Les diagnostics consécutifs témoignent d'esprits vidés au-delà de la cible, réduits à des mécanismes d'obéissance réflexe, inutilisables même comme main-d'œuvre servile. Très tôt s'imposa la nécessité d'une approche plus fine, capable de sélectionner, de trier, d'extraire des segments autobiographiques ou conceptuels précis, sans effondrer la continuité minimale du sujet. Ce raffinement ne vint pas d'un seul domaine, mais de l'alliance contrainte entre sorcellerie contrôlée, neurochirurgie bionique et liturgie. Les premiers schémas complets encore lisibles montrent des matrices où la mémoire est traitée comme un champ topologique, organisé autour de nœuds d'intensité variables. Les ordos spécialisés mandèrent des psycheurs entraînés à percevoir ces nœuds comme des densités lumineuses dans l'obscurité mentale, pendant que des artificiers neuronaux développaient des implants capables de focaliser des micro-champs d'annulation sur des configurations ciblées. Entre ces deux extrêmes, le clergé rédigea des litanies conçues pour stabiliser la structure identitaire du patient, comme un réseau de haubans récitatifs empêchant l'édifice de l'ego de s'effondrer lorsque certaines de ses salles internes seraient murées ou effacées. Les protocoles mûrs décrivent des séquences parfaitement réglées. D'abord, l'établissement d'un cartogramme mnésique à l'aide de drogues d'ouverture, de stimuli sensoriels calibrés et de déclencheurs verbaux. L'esprit du sujet est amené à dérouler, sous observation, des chaînes de souvenirs dans lesquelles les interrogateurs repèrent les segments contaminés. Ces séquences sont ensuite corrélées aux matrices de pensée proscrites, afin de distinguer ce qui peut être supprimé sans rompre entièrement les continuités causales internes. La mémoire n'est jamais purement descriptive. Chaque souvenir porteur d'hérésie s'enracine dans un enchevêtrement d'images neutres, de gestes quotidiens, de visages anodins. Extraire l'un sans déchirer les autres exige une méticulosité quasi anatomique. Lorsque la cible est définie, la phase d'excision proprement dite commence. Des couronnes crâniennes bardées de capteurs viennent encadrer le cortex, déployant des champs de phase modulés selon des harmoniques apprises dans des traités dont la plupart ont été ultérieurement classés trop dangereux pour être conservés en clair. Les psycheurs, guidés par ces dispositifs, repèrent dans le flux mental les motifs à haute valeur hérétique, tandis que des sous-routines mécaniques enregistrent les fluctuations électriques correspondantes. Sur ce double repérage, les champs d'annulation sont appliqués. Brèves implosions de cohérence neuronale qui laissent derrière elles une zone silencieuse, comme une cicatrice aveugle dans le tissu de la mémoire. Simultanément, des prières codifiées sont psalmodiées, non pour obtenir une intervention directe du divin, mais pour synchroniser les rythmes verbaux du rituel avec les oscillations cérébrales résiduelles, facilitant la recompactation de l'ego autour des vides nouvellement creusés. Les documents insistent sur la nécessité de combler ces vides, au moins partiellement. Un esprit troué de lacunes franches tend à engendrer des constructions compensatoires imprévisibles. Faux souvenirs, mythes personnels, narrations délirantes. Les protocoles prescrivent donc l'insertion contrôlée de récits de remplacement
de séquences biographiques standardisées, tissées à partir de motifs empruntés à des existences modèles. Ces greffes narratives, incrustées à la périphérie des zones excisées, sont soutenues par des images simples, des gestes ritualisés, des fragments de chants appris par cœur. Peu à peu, si le sujet survit, ces éléments étrangers s'enracinent, colonisent les bords des cicatrices et donnent l'illusion d'une continuité jamais rompue. Malgré cette sophistication croissante, les rapports de suivi décrivent une multiplicité d'effets secondaires que les grilles d'évaluation peinent à classer. Certains sujets manifestent une docilité renforcée, mais aussi une atonie affective qui les rend incapables de toute initiative, même strictement fonctionnelle. D'autres développent des fixations obsessionnelles sur des détails insignifiants, comme si l'esprit, interdit de revenir vers les zones excisées, tournait indéfiniment autour des quelques repères encore admis. Plus inquiétants sont les cas où se produisent des phénomènes de résurgence. Des bribes de souvenirs condamnés réapparaissent sous forme de rêves insistants, de visions diurnes, de certitudes infondées. Les matrices Warp montrent, dans ces cas, la persistance d'empreintes immatérielles liées aux événements effacés, comme si la mémoire, une fois inscrite dans la trame psychique, ne pouvait être arrachée du tout sans laisser un moule invisible susceptible de se remplir à nouveau. Pour contrer ces résurgences, certains ordos autorisèrent des variantes plus agressives des protocoles, combinant excision répétée et implantation de blocages réflexes, sorte de verrou cognitif déclenchant douleur, nausée ou torpeur, dès que l'esprit s'approche d'un certain motif de pensée. Les rapports longitudinaux sur ces sujets, lorsqu'ils ne s'interrompent pas brutalement, dessinent des existences étroites, repliées, où de vastes régions de l'expérience possible sont, de fait, devenues inaccessibles. À l'échelle de populations entières, l'usage extensif de telles techniques finit par modifier la texture même de la culture. Chants simplifiés, récits abrégés, incapacité croissante à élaborer certains types de métaphores ou de comparaisons, comme si la mutilation méthodique des mémoires individuelles produisait, par accumulation, une forme d'atrophie collective. D'autres effets indésirables, plus discrets, émergent dans les annexes confidentielles. Il est fait état de sujets dont les souvenirs excisés semblent s'être comme détachés d'eux pour circuler indépendamment, infectant les songes et les visions d'individus jamais exposés directement aux faits originels. Des enclaves entières développent des mythologies d'une cohérence troublante avec des événements officiels pourtant classés et effacés de tous les témoins. Dans certains cas, les corrélations sont si précises que les archivistes les plus prudents doivent admettre que la mémoire ne se laisse pas toujours enfermer dans les seuls crânes qui l'ont portée. L'intervention de champs warp, saturés par les opérations d'excision, semble parfois propager, sous des formes distordues, l'empreinte de ce qui devait être tu. À mesure que ces anomalies se multiplient, de nouveaux addendas viennent encadrer les protocoles de base. Limitation d'usage, obligation de surveillance à long terme des sujets traités, exigence de croiser les données de dérive doctrinale locale avec les registres soigneusement dissimulés des excisions effectuées dans un même secteur. Des cartes commencent à montrer des superpositions troublantes entre des foyers d'agitation spirituelle et des zones où l'excision mémoirelle a été massivement employée, comme si chaque cicatrice individuelle contribuait à modeler un champ collectif propice à la cristallisation de croyances imprévues. Il arrive, dans de rares rapports de synthèse, que certains maîtres archivistes suggèrent, à mots retenus, que ces protocoles, en prétendant neutraliser les germes de l'hérésie, introduisent eux-mêmes des tensions structurelles qui cherchent ensuite, inévitablement, à se résoudre sous forme de nouveaux récits, de nouvelles figures, de nouveaux cultes. Les dossiers relatifs à ces dérives secondaires se trouvent presque toujours reclassés, soustraits aux circuits ordinaires, pour être rassemblés sous des rubriques dont les intitulés se dégradent avec le temps, mais où affleure encore, par instants, la mention répétée de communautés jugées déviantes, non tant par ce qu'elles vénèrent
que parce que les protocoles appliqués à leurs aïeux ont rendu impossible de se rappeler correctement. C'est dans ces confusions, dans ces croyances nées de mémoires amputées, que s'enracinent les fragments suivants, consacrés à la chronique des cultes mal diagnostiqués. La catégorie des cultes mal diagnostiqués n'apparaît pas dans les index officiels. Elle se devine à travers des regroupements anormaux de références, de renvois entre dossiers qui portent des classifications incompatibles, de notes marginales où des mains prudentes ont ajouté, puis souvent rayé, des réserves quant à la nature exacte des déviances observées. Les fragments rassemblés sous cette rubrique officieuse décrivent des communautés dont la condamnation ne repose pas tant sur l'objet apparent de leur vénération que sur l'incapacité des matrices inquisitoriales à reconnaître ce qu'elles tentaient, confusément, de combler. Des vides, des amputations de mémoire, des continuités brisées par des interventions antérieures de l'institution elle-même. Ces cultes ne sont pas nés ex nihilo, ils sont les cicatrices vivantes de décisions plus anciennes, incarnations maladroites de tensions que les protocoles d'excision et les renommages Sigma n'ont fait que refouler sans les résoudre. Les rapports de terrain, relus à la lumière des archives interdites, montrent un schéma récurrent. Sur un monde arsenal des marches orientales, soumis jadis à une purge doctrinale pour hérésie technologique, les générations suivantes virent l'émergence du culte de la main retenue. Les premiers rapports le décrivent ça comme une confrérie d'artisans, refusant certains gestes, certaines séquences d'assemblage, insistant pour laisser vides des emplacements précis dans leur schéma de travail. On y vit d'abord une forme de sabotage, puis un culte de la pénurie, une glorification superstitieuse de l'inachèvement. La répression fut menée avec la froideur ordinaire. Dissolution familiale, redistribution forcée de main-d'œuvre, effacement des maîtres identifiés. Ce n'est que bien plus tard, lorsqu'on exhuma les protocoles d'excision appliqués à leurs aïeux, que se dessina un autre motif. La zone d'ombre ciblée jadis correspondait à des savoirs techniques entremêlés d'énoncés hérétiques. On avait choisi d'arracher en bloc un faisceau de souvenirs opératoires, laissant intactes les enveloppes affectives et les routines gestuelles. Le culte, loin de vénérer une entité extérieure, rejouait obstinément l'approche d'un geste interdit, que nul ne se rappelait plus, figeant la main au bord même du souvenir manquant. Leur doctrine consistait en substance à honorer la limite invisible inscrite dans leur héritage neural, à sacraliser la retenue elle-même. Mal diagnostiqué comme adoration d'un principe de destruction, ce culte n'était qu'une topographie sociale de l'absence. Un cas analogue apparaît dans les registres fragmentaires d'un monde Sigma, rebaptisé à la suite de troubles répétés. Les réfugiés dispersés dans les ruches d'un secteur voisin formèrent, au fil des décennies, une association discrète connue sous le nom de confrérie du troisième nom. Les interrogateurs de l'époque notent un corpus de prières, adressé à une figure innommée, désignée seulement par des périphrases, celui qui fut retiré, le témoin sans archives. Les matrices d'hérésie les rangèrent hâtivement dans la catégorie des cultes à entités warp masquées, et l'on procéda à des interventions ciblées, suivies d'excisions multiples. Pourtant, les analyses linguistiques ultérieures suggèrent autre chose. Les rites de la confrérie reproduisaient, sous des voiles rituels, la structure d'un appel à un nom absent, un troisième terme retranché de la triade, composé du monde d'origine, de son peuple et de son histoire. Le troisième nom n'était pas un dieu, mais le toponyme pré-sigma, effacé par décret. La communauté, privée de ce pivot sémantique, avait élaboré un ensemble de pratiques visant à ménager dans le langage un espace pour ce qui ne pouvait plus être prononcé. En intervenant sous la grille de lecture des cultes xénos, l'Inquisition transforma cette quête d'intégrité nominale en foyer réel d'instabilité warp. Les excisions répétées, les liturgies imposées, saturèrent peu à peu le champ immatériel local d'une tension contradictoire, jusqu'à ce que d'authentiques phénomènes de possession commencent effectivement à se manifester autour de la place vide, bouclant ironiquement la prophétie administrative qui avait justifié la répression. Plus troublants encore sont les cas où l'erreur de diagnostic
masque une résonance avec les propres dispositifs clandestins de l'Inquisition. Sur une ruche temple des régions centrales, un ensemble de récits dispersés évoque la naissance d'une petite fraternité de jeunes ouvriers et de scribes appelés, par dérision d'abord, puis par adoption, les enfants de l'observateur. Ils se reconnaissaient par l'échange de symboles discrets, un œil stylisé, un cercle interrompu, quelques fragments de versets décrivant un témoin muet présent dans tous les actes d'effacement. Les premiers rapports les classèrent parmi les nombreuses micro-sectes de consolation prolétarienne, tolérées tant qu'elles ne troublaient pas la production. Ce n'est que lorsque certains d'entre eux commencèrent à manifester des rêves partagés, des visions répétant avec une précision inquiétante des scènes d'excision mnésique conduites des décennies plus tôt dans des cryptes voisines, que l'attention inquisitoriale se focalisa brusquement sur eux. Or, aucun d'entre eux n'avait été soumis directement à ces procédures. Leur lignée, toutefois, recoupait celle de témoins traités lors de campagnes antérieures. Tout se passa comme si les empreintes psychiques laissées par ces opérations s'étaient agrégées dans le champ warp local, trouvant dans les structures fragiles des esprits juvéniles des surfaces d'adhérence. Le culte qui se forma autour de ces visions cherchait moins à servir une puissance qu'à donner forme à la figure récurrente d'un observateur sans nom, silhouette très proche de celle que la tradition clandestine associe à l'interrogateur sans registre. Là encore, la classification officielle parla de psycheurs non contrôlés et de dérives mystiques, sans reconnaître que ces enfants n'étaient peut-être que les porteurs involontaires d'un écho, les médiums d'une mémoire que d'autres avaient voulu soustraire à tout support humain identifiable. Dans ces différents cas, et dans d'autres dont il ne subsiste que des ombres, une constante se dessine. Les cultes mal diagnostiqués ne prennent pas naissance autour d'une offre explicite de salut ou de pouvoir, mais autour d'un manque. Ils tournent en orbite autour de segments d'histoire retirés, de noms effacés, de gestes interdits dont la trace physiologique persiste au-delà de la doctrine. Leurs mythes ne sont pas tant des inventions que des tentatives pour recouvrir d'images tolérables la topologie d'un champ psychique lacunaire. Là où les matrices inquisitoriales, formées à repérer des contenus hérétiques définis, ne voient que déviation, ces communautés manifestent, malgré toutes leurs déformations, une sorte de cartographie involontaire des cicatrices infligées par l'institution à la mémoire collective. Les annexes les plus secrètes de cette chronique s'attachent à ce que ces erreurs de diagnostic révèlent d'un phénomène plus obstiné, la manière dont les effets des protocoles d'effacement se prolongent dans la chair et le sang, modelant non seulement les discours, mais les lignées. À force de croiser les généalogies des membres de ces cultes avec les registres d'excision, des motifs se répètent. Des familles entières apparaissent comme des vecteurs d'amnésie structurés, portant, de génération en génération, des zones d'ombre transmises sans mots. Ce ne sont plus seulement des communautés qui se forment autour de ce qui manque, mais des descendances entières dont l'identité se cristallise autour de dossiers scellés, d'archives inaccessibles où se trouvent consignées les vérités que leur corps semble chercher, en vain, à réinventer sous forme de rites. C'est vers ces héritages obscurs, vers ces existences façonnées par des secrets qu'elles ne possèdent pas, que se tourne la section suivante, consacrée à ceux que les archivistes clandestins ont appris à nommer, dans un murmure, les enfants des dossiers scellés. Les dossiers scellés, dans les grands dépôts de l'Inquisition, ne sont pas seulement des volumes inaccessibles enchâssés derrière des champs de pureté et des serrures cryptographiques. Ils constituent un réseau de singularités administratives, des points d'inflexion où les flux de données, de décisions et de destin convergent, se condensent, puis disparaissent derrière des niveaux de classification qui excèdent même la plupart des maîtres archivistes. Lorsqu'un dossier est scellé, il n'est pas simplement retiré de la circulation. Il est soustrait aux continuités ordinaires du récit. Les noms qu'il contient, les lieux qu'il décrit, les choix qu'il consigne, cessent d'appartenir à l'histoire commune pour devenir les composants d'une trajectoire parallèle, invisible mais non sans effet. Car si le texte est enfermé, les liens qui l'avaient relié au reste de l'impérium ne sont jamais totalement effacés. Dans les marges des registres, dans les tables de référence croisées, dans les matrices d'allocation de ressources, subsistent des traces minimales, des identifiants anonymisés, des codes d'origine,
des empreintes généalogiques compressées. C'est à partir de ces résidus que certains crypto-archivistes ont reconstitué la figure des enfants des dossiers scellés. En croisant, sur plusieurs siècles, les registres de recrutement, les tables d'affectation planétaire, les listes de conscription et les rares fragments de métadonnées non purgés, ils ont observé que certains codes d'origine se retrouvaient avec une fréquence anormale aux abords des mêmes scellés. À défaut de pouvoir ouvrir ces derniers, ils ont suivi les fils qui en sortaient, tendus vers le temps ultérieur, lignées entières de familles dont les ancêtres apparaissaient au seuil des dossiers interdits, puis disparaissaient derrière eux sans autre mention, tandis que leurs descendants, des générations plus tard, réapparaissaient comme novices, auxiliaires, scribes subalternes, affectés par un hasard administratif répétitif, aux mêmes dépôts, aux mêmes ordos, aux mêmes zones d'ombre. Les portraits psychométriques de ces individus, lorsqu'ils existent, tracent un contour récurrent. Rien de spectaculaire, un coefficient de conformité acceptable, une piété sans excès, des capacités cognitives dans la moyenne supérieure, sans atteindre les pics qui suscitent la méfiance. Mais partout, dans les observations cliniques, affleure un même motif discret, une attirance persistante pour ce qui n'est pas immédiatement donné, une propension à s'attarder sur les blancs des registres, sur les rubriques non renseignées, sur les renvois vers des sections inaccessibles. Ces sujets ne violent pas, dans leur grande majorité, les protocoles de sécurité. Ils n'essaient pas de forcer les scellés. Ils orbitent autour, comme si leur fonction implicite était de maintenir une tension, une vigilance latente, à l'endroit même où l'institution a décrété qu'aucune curiosité ne devait subsister. Certaines annexes médico-administratives, tenues par des chirurgiens psychiatres au service d'ordo particulièrement méticuleux, mentionnent des troubles spécifiques chez ses descendants. Rêves récurrents de pièces fermées, de bibliothèques aux rayons murés, d'escaliers s'interrompant devant des portes sans contour. Les motifs oniriques, soumis à des analyses de corrélation, présentent des similitudes troublantes avec la disposition architecturale réelle des dépôts, où sont conservés les dossiers scellés associés à leur lignée, alors même que ces sujets n'ont jamais franchi physiquement ces zones. Certains développent des tics, des gestes de main hésitantes lorsqu'ils tracent, sur des tablettes de données, des codes de classification approchant de ceux des scellés, comme si un mécanisme archaïque, hérité en deçà de toute mémoire consciente, régissait leur rapport au seuil informationnel. Plusieurs hypothèses ont tenté d'expliquer ces convergences. Les plus prudentes se contentent d'invoquer des effets d'inertie administrative. Familles marquées très tôt par une interaction avec l'Inquisition, puis recyclées dans les mêmes circuits de service. Reproduction sociale de milieux conditionnés à obéir aux injonctions du secret, et donc plus aisément recrutés pour en porter le fardeau. D'autres, moins avouables, parlent d'empreintes épigénétiques, stress extrême, exposition à des champs warp lors d'événements consignés dans les dossiers scellés, laissant dans les organismes des survivants des marques fines, des modifications dans la régulation de certains gènes liés à la gestion de l'angoisse, de l'attention, de la compulsion à chercher des schémas. À travers les générations, ces altérations produiraient des tempéraments singulièrement adaptés à habiter les marges de l'interdit, à coexister avec lui sans l'attaquer de front. Il est aussi des théories plus spéculatives, conservées dans des couches d'archives presque aussi protégées que les dossiers eux-mêmes. Elles postulent que tout acte de scellement, surtout lorsqu'il porte sur des événements imprégnés d'énergie warp, crée une sorte de gradient dans le noosphère humain, une différence de potentiel entre ce qui est su et ce qui ne peut plus être formulé. Les enfants des dossiers scellés, par la simple continuité de leur lien de sang avec les témoins ou les acteurs originels, se trouveraient placés le long de ces lignes de champ, devenant des vecteurs de tension. Leur vie, banales en apparence, serait ainsi constamment traversée par des forces narratives inemployées, cherchant des sorties dans de petites obsessions, dans des choix de carrière, dans des attirances répétées pour certains lieux, certains types de documents.
Les quelques tentatives directes pour briser ce cercle en coupant les lignées, en redistribuant de force ces familles à travers l'impérium, n'ont guère modifié les schémas observés. Les descendants, transplantés loin des dépôts où dormaient leurs archives scellées, finissaient souvent par graviter vers des fonctions analogues, scribes de bas niveau dans des chancelleries locales, auxiliaires de censure, gardiens de dépôts. Les matrices psychostatistiques montrent que, même sans remontée consciente d'informations, ces individus manifestent une propension accrue à détecter les incohérences, à relever les discontinuités, à percevoir comme significatifs les vides et les coupures dans les récits officiels. L'Inquisition, tout en profitant parfois de cette sensibilité accrue pour déceler des fuites ou des falsifications, commence alors à percevoir le risque qu'elle recèle. À la longue, une telle disposition pourrait converger vers une interrogation plus globale sur les mécanismes mêmes du secret. Certaines notes internes, d'une franchise rare, admettent que l'existence même des enfants des dossiers scellés représente une contradiction que l'institution ne parvient pas à résoudre. Pour contenir certains savoirs, elle a dû les enfermer si rigoureusement qu'ils ne peuvent plus être intégrés, digérés, neutralisés par l'expérience collective. Mais les forces qu'ils mobilisaient ne disparaissent pas. Elles se redistribuent, s'inscrivent dans des corps, dans des réflexes mentaux, dans des curiosités obstinées. À mesure que les générations se succèdent, ces héritiers, sans rien savoir des contenus précis qui les concernent, éprouvent néanmoins, avec une régularité mesurable, l'appel de ce qui leur a été retiré. C'est au point de rencontre entre cette attraction diffuse et les techniques de contrôle élaborées par l'Inquisition que se forme un nouveau champ d'études secrets, celui de la régulation proactive du désir de savoir. Car si l'on ne peut empêcher l'apparition de ces enfants ni effacer sans dommage les traces profondes qui les structurent, il reste la possibilité d'agir sur la forme et l'ampleur de la curiosité elle-même, de la calibrer, de la canaliser. Les premiers essais en ce sens, encore hésitants, donneront naissance, dans des couches d'archives soigneusement compartimentées, à un ensemble de prescriptions et de modèles que certains manuscrits ultérieurs, presque toujours anonymes, désigneront sous un titre neutre en apparence, mais chargé de toute la gravité de ces expériences accumulées. Un traité sur la curiosité mesurée. Le traité sur la curiosité mesurée n'existe dans aucun exemplaire complet. Ce que la tradition clandestine nomme ainsi n'est qu'un agrégat de fragments normatifs, de diagrammes noétiques, de notes d'observation, épars à travers des siècles de réformes doctrinales. Quelques feuillets portent explicitement ce titre, mais dans des langues techniques désormais mortes, où le mot même de curiosité n'apparaît qu'enroulé dans des périphrases prudentes, parlant de gradients de tension cognitive, de propensions investigatives, de vecteurs d'orientation mentale. Ces bribes, conservées à la périphérie des dépôts où dorment les dossiers scellés, semblent avoir émergé lorsque l'Inquisition dut admettre qu'elle ne pouvait ni supprimer les lignées marquées par le contact avec le secret, ni effacer sans effondrement global l'aptitude humaine à s'interroger. Plutôt que de nier ce mouvement interne, il fallut concevoir des méthodes pour le mesurer, le canaliser, l'utiliser sans le laisser atteindre les zones interdites que la cartographie des pensées proscrites avait tenté de circonscrire. Les premières sections identifiables du traité empruntent leur vocabulaire à la psychostatistique et aux thaumaturgies du Mechanicus. La curiosité y est modélisée comme un champ, une différence de potentiel au sein de circuits neuronaux collectifs, susceptible de se concentrer en foyer critique si aucun exutoire contrôlé ne lui est offert. Des matrices décrivent la relation non linéaire entre intensité du désir de savoir et probabilité d'émergence d'hérésie de structures données. De faibles gradients se traduisent par des améliorations locales, des innovations techniques mineures ou des raffinements exégétiques encore absorbables par le dogme. Au-delà de certains seuils, les simulations montrent des bifurcations où les trajectoires mentales se détachent des attracteurs officiels pour explorer des régions conceptuelles déjà identifiées comme instables par les anciens programmes de cartographie. Le traité prescrit donc non une extinction, mais une régulation, définissant pour chaque type de population
une plage d'intensité considérée comme fonctionnelle, en deçà de laquelle survient la stagnation dangereuse, au-delà de laquelle prolifèrent les formes les plus contagieuses de déviation. Pour agir sur ces gradients, les rédacteurs mirent en relation des domaines jusque-là séparés: organisation scolaire des scolae, structure des liturgies, iconographie déployée dans les ruches, cadence des décrets administratifs. Certaines planches illustrent, sous forme de schémas abstraits, la manière dont un programme d'instruction peut être conçu pour saturer la curiosité dans des espaces circonscrits, où les questions admises trouvent toujours une réponse dans le cercle du déjà établi. L'élève y apprend à questionner des détails, à comparer des variantes de rites, à optimiser des procédures productives, mais jamais à remonter du particulier vers les principes structurants. Des cartouches de commentaires montrent comment la répétition liturgique, en offrant des énigmes internes résolubles, subtilité de calendrier, correspondance numérologique, exégèse codifiée, sert de chambre de compression, absorbant l'énergie interrogative qui, sans cela, chercherait d'autres objets. D'autres couches du traité précisent l'usage de modulation linguistique. En jouant sur la densité de synonymes, sur la multiplicité des champs sémantiques, il devient possible de rendre certaines liaisons conceptuelles difficiles à formuler. Là où les cartographies interdites révélaient des chemins mentaux menant de la contemplation de la matière à des spéculations métaphysiques dangereuses, les réformateurs lexicaux proposèrent de scinder le vocabulaire en registres étanches, un langage technique pour les opérations, un langage sacré pour les symboles, un idiome administratif pour les procédures. À l'intersection des trois, des zones de flou sont volontairement entretenues, empêchant l'esprit de tracer facilement des ponts analogiques. La curiosité est invitée à circuler à l'intérieur de chaque registre, à en explorer les raffinements internes, mais chaque tentative de les croiser se heurte à des contradictions terminologiques décourageantes. Des sections plus tardives, marquées par l'influence croisée de psychana et de biologie, abordent la question sous un angle directement physiologique. Des protocoles de dépistage établissent, à partir de tests indolores, des profils de réactivité à l'inconnu, des courbes de persévérance face à l'information incomplète. À chaque individu ou cohorte est associé un coefficient de tolérance cognitive, indicateur destiné à guider son orientation vers des fonctions où son niveau de curiosité, ni écrasé ni exacerbé, trouvera un emploi compatible avec la stabilité globale. Des pharmacas légers, intégrés aux rations ou aux encens, ajustent finement ces paramètres, aplanissant les pics, remontant parfois les creux pour éviter l'installation de torpeurs propices aux infiltrations extérieures. L'ensemble se veut invisible, inséparable du tissu ordinaire des pratiques, de sorte que nul ne puisse isoler en soi ce qui relève d'une impulsion spontanée et ce qui résulte d'un façonnage méthodique. Le traité consacre aussi des pages à ceux pour qui la curiosité doit, au contraire, être délibérément entretenue au-dessus de la norme, les agents chargés de sonder les marges de l'inconnu afin d'en ramener des fragments utilisables. Là, le texte devient plus hésitant, traversé de mises en garde. Il propose des environnements étroitement contrôlés, où ces esprits surchargés d'interrogations peuvent comme se mouvoir, tout en étant entourés de couches successives de rituels, de surveillance psychique, de pare-feux doctrinaux. Leur fonction est de s'approcher des zones interdites sans y tomber, de servir de sonde dont les mesures pourront être interprétées par d'autres. Mais les addenda tardifs montrent que cette stratégie produit souvent des êtres internement dissonants, oscillant entre l'obéissance inculquée et une perception aiguë de la contingence des récits qui la supportent. L'ombre de l'interrogateur sans registre hante ces passages, comme un exemple extrême de ce que peut devenir une curiosité tenue trop longtemps au contact du vide que l'institution entretient en son centre. Au fil des siècles, l'application diffuse des principes du traité infléchit des mondes entiers. Des planètes industrielles voient leurs hymnes de travail enrichis de micro-énigmes inoffensives, conçues pour occuper les esprits sur des problèmes clauseformes. Des mondes agris reçoivent des calendriers saints, alignés sur les cycles saisonniers, invitant à contempler les variations de la lumière dans un cadre où chaque question sur le ciel
trouve une réponse rituelle. Les rapports de suivi notent une baisse mesurable des hérésies spéculatives, mais aussi l'installation d'une forme d'opacité, une difficulté croissante à élaborer des récits cohérents lorsqu'une anomalie ne trouve pas immédiatement place dans les grilles disponibles. Là où le tissu de la réalité se déchire brutalement, catastrophes warp, disparitions inexpliquées, extinctions soudaines, les populations ainsi façonnées oscillent entre une acceptation résignée et des décompensations mystiques, incapables de situer l'événement dans un paysage mental qui ne prévoit plus de questions fondamentales. Certains auteurs anonymes des couches les plus profondes du traité laissent entendre, dans des phrases à demi effacées, qu'au-delà de l'individu, c'est l'échelle planétaire elle-même qui finit par être soumise à cette économie de la curiosité. Chaque monde se voit implicitement assigner une amplitude autorisée de questions, un spectre de mystère toléré, une marge d'ignorance maintenue comme une enveloppe protectrice. Le contrôle ne porte plus seulement sur ce que les habitants savent, mais sur la forme même du silence qu'ils acceptent, sur la texture de ce qu'ils renoncent, sans même le formuler, à vouloir comprendre. À cet endroit précis, là où la mesure de la curiosité se confond avec l'ingénierie d'une absence partagée, les fragments se taisent presque, ne laissant que quelques renvois cryptés vers d'autres ensembles d'archives, où l'on tente de disséquer non plus l'esprit individuel, mais la structure entière d'un mutisme imposé à un globe habité, l'anatomie d'un silence planétaire. Le silence planétaire, tel qu'il apparaît dans les archives les plus occultées, ne se confond ni avec la simple mort d'un monde, ni avec l'oubli ordinaire que prodiguent les siècles. Il s'agit d'un état construit, stratifié, où chaque niveau de la réalité impériale, juridique, cartographique, noétique, liturgique, a été infléchi pour que la présence d'un astre habité se réduise peu à peu à un résidu purement gravitationnel. Dans les tables de navigation, ces planètes demeurent comme masse et vecteurs. Dans le récit humain, elles se dissolvent. Ce silence n'est pas absence de bruit, mais organisation méthodique de tous les flux d'informations pour que rien de signifiant n'en émane plus, ni vers l'extérieur, ni, autant que possible, à l'intérieur même du globe. L'anatomie de ce mutisme impose de considérer le monde comme un organisme, dont chaque fonction a été contrainte jusqu'à ne plus produire que des signes inoffensifs. La couche la plus visible, si l'on peut dire, est celle des décrets. Un monde placé sous protocole de silence planétaire reçoit, dans des canaux que seules quelques chancelleries voient encore, une série de reclassements qui l'extraient progressivement des circuits normaux. Ces désignations administratives se raréfient, ces quotas sont reroutés par des intermédiaires anonymes, ces obligations liturgiques se voient remplacées par des formulaires abrégés. Officiellement, ils continuent d'exister, mais tout ce qui pourrait susciter question ou attachement est progressivement supprimé du langage qui le décrit. Là où d'autres sphères se parent d'épithètes, de titres honorifiques, de récits de bataille ou de pèlerinage, ces mondes silencés ne sont plus jamais nommés que par des suites de chiffres et de lettres, enclavés dans des tableaux trop techniques pour alimenter la mémoire affective. Plus en profondeur, les flux de données en provenance de la planète sont filtrés, condensés, recombinés. Les rapports agricoles deviennent de simples agrégats de tonnage, sans mention de saison, de région, de communauté. Les comptes rendus militaires se réduisent à des indices de conformité, sans description des menaces affrontées. Les archives locales, lorsqu'elles subsistent, sont arrimées à des cogitateurs dont les sorties sont sévèrement limitées, les accès croisés méthodiquement empêchés. Le but n'est pas de tout détruire, mais de faire en sorte que chaque segment d'information, pris isolément, paraisse banal, et que les liens qui permettraient à une conscience humaine de recomposer un récit soient rompus, comme on sectionne un réseau nerveux tout en laissant subsister les cellules. Dans l'immatériel, d'autres couches d'occlusion se mettent en place. Les astropathes sont instruits de traiter les transmissions en provenance de ces mondes sous des protocoles de compression extrêmes, transformant les messages en blocs de signaux sans images, sans métaphores, sans efflorescence émotionnelle. Les chœurs apprennent à ignorer certaines harmoniques, à ne pas suivre les échos oniriques qui, d'ordinaire, accompagnent toute communication prolongée avec un globe peuplé.
Peu à peu, dans la perception warp, ces planètes se réduisent à des points froids, presque sans réverbération, alors même que des milliards d'esprits y continuent de prier, de craindre, de se souvenir. Le silence ne vient pas de l'intérieur, mais d'un écrasement spectral appliqué depuis les couches supérieures du réseau astropathique. Sur place, l'architecture du mutisme prend des formes plus concrètes. Des édits réforment les calendriers, raccourcissent ou fusionnent les fêtes, interdisent certains genres narratifs, réduisent les espaces de parole publique non strictement fonctionnels. Les scolae reçoivent des programmes d'instruction allégés en histoire locale. Les récits fondateurs de la planète sont recodés, rattachés à des modèles impériaux génériques. Dans les ruches, les piques-murs cessent de représenter des paysages propres pour afficher des scènes abstraites de dévotion ou de production. À travers ces modifications dispersées, un même mouvement se déploie. Dissoudre tout ce qui pourrait faire de ce monde un sujet d'interrogation spécifique, un cas particulier méritant d'être raconté. Certains documents, extrêmement rares, décrivent des cas où ce dispositif fut appliqué après qu'un événement d'une nature inconnue eut saturé le noosphère planétaire de questions que l'Inquisition jugea inassimilables. Sur un monde autrefois dédié à la recherche théorique, il est fait mention d'une crise de réflexivité généralisée. En quelques années, une proportion anormale de la population commença à mettre en doute les prémices mêmes de la foi et de l'ordre, non par hostilité, mais par extension systématique de méthodes de pensée d'abord conçues pour des objets techniques. Plutôt que de détruire cette planète, alors indispensable à certaines chaînes de production, on choisit de plier le tissu même de ses possibilités discursives. Les bibliothèques furent conservées, mais leurs systèmes de classement furent refondus de manière à rendre intenables certains parcours de lecture. Des concordances gigantesques vinrent noyer chaque texte singulier dans des ensembles thématiques si englobants que plus rien ne pouvait être perçu comme original. Les rapports de suivi, au bout de quelques générations, parlent d'un apaisement. Les hérésies spéculatives cessent, les conflits doctrinaux s'étiolent, les habitants se conforment de nouveau aux matrices impériales. Mais d'autres symptômes apparaissent, d'un genre difficile à classer. Les observateurs notent une raréfaction des récits personnels élaborés, une tendance à ne plus raconter les événements qu'en termes de format administratif ou de clichés liturgiques. Les rêves consignés par les psychanas se peuplent de couloirs vides, de salles d'assemblée désertes, de voix qui récitent des formulaires. Le silence planétaire est devenu le langage intérieur lui-même, structurant jusqu'aux formes par lesquelles les habitants parlent à leur propre passé. À l'échelle des routes stellaires, la présence de ces globes muets se manifeste par des anomalies plus abstraites. Les navigateurs signalent des segments de transit d'une monotonie sensorielle inhabituelle, des couloirs où les visions du warp se réduisent à des trames quasi géométriques, dépourvues des irruptions symboliques ordinaires. Certains décrivent, à mi-voix, la sensation de glisser le long d'un espace où une histoire entière a été comprimée, jusqu'à ne plus laisser qu'une pression indistincte, comme le passage sur un os enfoui. Les cartes se contentent d'indiquer ces zones par des notations techniques. Aucune légende n'en explicite la cause. À mesure que cette pratique se généralise, d'autres questions surgissent que les rédacteurs des traités sur la curiosité mesurée n'avaient pas entièrement prévues. Car un silence ainsi maintenu à l'échelle d'un globe ne reste pas sans répercussion dans le reste du réseau impérial. Les flux de questions, détournés de ces astres rendus ininterrogeables, se reportent ailleurs, s'intensifient sur des sujets moins protégés. Des corrélations apparaissent entre l'établissement de silence planétaire et l'émergence, à d'autres endroits, de spéculations violentes, comme si la pression cognitive trouait la membrane là où elle est la plus mince. Quelques maîtres archivistes, dans des notes destinées à ne jamais être lues hors de cercles étroits, comparent ces dispositifs à des cautères mal posés qui soignent un membre en transférant l'infection vers d'autres organes. C'est dans la contemplation de ces effets secondaires que naît, lentement, une autre ligne de recherche, encore plus discrète, celle qui s'interroge sur la possibilité de conduire des opérations de silence non seulement sur des mondes,
mais sur les expériences mêmes de gestion du silence. Des protocoles sont élaborés, des projets sont lancés, visant à produire des actions qui s'annulent elles-mêmes, des réformes appelées à se révoquer au moment où leurs conséquences deviendraient observables. Les traces en sont par définition ténues, mais quelques fragments échappés des purges internes évoquent des essais où l'Inquisition, pour se protéger de sa propre mémoire, a cherché à enfermer non seulement des faits, mais les méthodes par lesquelles elle tentait de les effacer dans un cercle de disparition programmée. De ces tentatives ne subsistent guère que des ruines textuelles, conservées comme des reliques d'un art de l'oubli retourné contre lui-même. Autant de pièces éparses qui composent, par leur simple survivance involontaire, le reliquaire des expériences auto-révoquées. Le reliquaire des expériences auto-révoquées n'occupe dans les plans officiels de l'Inquisition qu'un renfoncement sans affectation précise, perdu au croisement de conduits de refroidissement et de gaines de données désaffectées. Pourtant, la densité anormale de champs de scellement, de contresorts mémoriels et de blindage tomique qui l'entoure trahit son importance réelle. Ce lieu recèle les débris survivants de projets conçus pour n'avoir pas de survivance, les fragments d'entreprises dont la finalité ultime était de se retirer d'elles-mêmes du tissu du temps vécu, de sorte qu'aucune conscience humaine ne puisse jamais les intégrer à un récit cohérent. L'Inquisition, après avoir tenté de taire des mondes et d'amputer des mémoires, en vint ainsi à imaginer des procédures qui, au terme de leur déroulement, effaceraient jusqu'à l'intention qui les avait fait naître, refermant sur elles-mêmes les boucles causales qui les avaient déclenchées. Les premières expériences de ce type, si l'on en croit les datations résiduelles, eurent lieu en réponse aux effets de retour produits par les silences planétaires et les excisions massives. À force de déplacer la pression interrogative, certains ordos virent se former, dans leur propre rang, des foyers de réflexivité dangereuses, des maîtres archivistes, des préfectures doctrinales, commençant à interroger non plus les seules hérésies extérieures, mais les mécanismes par lesquels on les effaçait. Il fut alors décidé de concevoir des opérations si intégralement fermées que leur simple succès garantirait l'extinction de tout questionnement ultérieur. Des schémas furent tracés où chaque étape, accomplie, déclenchait la dissolution partielle des prémices qui l'avaient autorisé. Des litanies furent composées dont les versets finaux, une fois récités, imposaient à la mémoire des officiants une recomposition rétroactive de leur propre motivation. Les vestiges conservés montrent la variété de ces tentatives. Sur une plaque de données presque entièrement vitrifiée, on distingue les restes d'un algorithme de purge conçu pour s'infiltrer dans les réseaux d'archives, y identifier certaines configurations de corrélation jugées dangereuses, puis, après neutralisation, effacer méthodiquement toute trace de son passage, y compris les journaux métrologiques qui attestent habituellement des modifications. Des annotations marginales réchappées à la fusion témoignent de la difficulté de calibrer un tel mécanisme. Trop discret, il laissait subsister des indices périphériques. Trop vorace, il commençait à rogner les structures de contrôle qu'il avait relancées, menaçant de réduire l'ensemble du dépôt à une masse amorphe de données déliées. Dans un coin, on lit encore à demi calciné le commentaire d'un technogure. Toute opération qui détruit sa propre mémoire transforme la vérification en acte de foi. À côté reposent des reliques d'un autre ordre, des diadèmes neuronaux fissurés, cerclés de runes d'annulation, qui devaient permettre à de petits groupes d'officiants de mener des procédures d'enquête tout en programmant, en leur propre cortex, la disparition de ces souvenirs au moment précis où un certain seuil de danger interprétatif serait atteint. La défaillance partielle de l'un de ces dispositifs, documenté dans un rapport lacunaire, montre ce qu'il en coûtait lorsque l'autorévocation échouait. Un interrogateur réduit à un état de stupeur fonctionnelle, conscient d'avoir perdu quelque chose d'essentiel, sans pouvoir même en formuler la nature, hanté par une angoisse sans objet qui finit par corroder lentement sa loyauté en la privant de justification intelligible. Il devint clair que l'oubli imposé sans trace narrative laissait derrière lui un vide instable, plus propice encore aux recompositions délirantes que les cicatrices franches de l'excision. D'autres fragments appartiennent à des projets d'ingénierie liturgique.
On y voit des suites de psaumes où certaines strophes sont marquées par des pictogrammes de négation. Une fois entonnées, elles devaient, par la combinaison de rythmes, de postures et de stimuli sensoriels, effacer des strates entières de signification contenues dans les versets précédents, ne laissant subsister qu'une structure formelle, détachée de tout contenu problématique. Ces hymnes à décroissance sémantique furent testés sur des congrégations entières, transformant leur mémoire des campagnes de purge en pure célébration abstraite de la fidélité, où plus aucun détail circonstanciel ne subsistait. Mais les rapports ultérieurs signalent des effets paradoxaux. Face à des menaces nouvelles, ces communautés s'avérèrent incapables de reconnaître les signes annonciateurs, leurs récits antérieurs ayant été vidés de toute valeur exemplaire. Les expériences furent interrompues, leur support rituel brisé et relégué dans le reliquaire. Les artefacts les plus énigmatiques sont ceux qui concernent le temps lui-même. Des cristaux de données warp encodés portent la trace de tentatives pour enserrer certaines décisions dans des boucles temporelles locales, de sorte que leur annonce, leur exécution et leur révocation se confondent dans une même séquence autocomplète. L'ambition était de produire des actes qui, tout en modifiant durablement certains paramètres, destruction d'un dépôt, dispersion d'une lignée, clôture d'une route astropathique, n'auraient jamais de moment assignable dans la mémoire collective, comme si leur effet avait toujours été. Mais les journaux des navigateurs proches signalent, à la période correspondante, des perturbations de faible amplitude, répétition de segments de trajet, impression de déjà-vu, coïncidence d'horodatage incompatibles. Même si la plupart de ces anomalies furent aplanies dans les archives, il resta assez de résidus pour faire craindre que des acteurs humains, exposés à ces boucles, n'en sortent plus tout à fait synchrones avec le reste de l'impérium. Peu à peu, un constat s'imposa dans les marges théoriques de ces programmes. Toute expérience visant à s'auto-révoquer parfaitement laissait par définition, comme seule preuve de son accomplissement, les dysfonctionnements qu'elle n'avait pu totalement prévenir. Le reliquaire, loin d'être un simple tombeau d'erreurs, devint ainsi une carte involontaire des limites rencontrées par l'Inquisition dans sa tentative de s'arracher à sa propre mémoire. Chaque objet, chaque fragment de protocole, chaque liturgie brisée y témoigne d'un point où la volonté de contrôler, jusqu'à l'oubli lui-même, s'est heurtée aux résistances du tissu narratif, des corps, du warp. Pourtant, ces échecs partiels n'eurent pas pour seule conséquence un renoncement prudent. Ils conduisirent aussi à resserrer la focale des entreprises d'auto-annulation. Plutôt que de viser l'effacement global des faits ou des méthodes, certains ordos choisirent de concentrer la violence auto-révocante sur des points précis, les témoins. Si l'institution ne pouvait sans danger se défaire de la trace matérielle ou conceptuelle de certaines opérations, elle pouvait du moins s'assurer que nulle conscience individuelle n'en porterait le récit achevé. C'est dans cette logique resserrée où l'on cesse de viser l'oubli universel pour lui préférer la dissolution sélective des porteurs de mémoire, que prend forme un autre ensemble d'archives, plus rougeoyantes encore, où les noms n'apparaissent que pour être immédiatement noyés dans des équations de dosage acide et de densité de cendres. Le registre rouge des témoins dissous. Le registre rouge n'est pas un livre au sens ordinaire, mais un système composite, réparti entre cuves de dissolution, chambres de cendres dosées et plaques de données scellées. Son nom provient autant de la teinte férique des bains où finissent les corps des témoins que de la pigmentation artificielle des encres, saturées d'hématite broyée, utilisées pour inscrire les dernières traces de leurs identités. Dans les cryptes où il est gardé, des conduits de ventilation véhiculent en permanence une odeur acide, issue de décennies de réactions contrôlées entre chair, os et réactifs bénis. Chaque témoin dissous devient un ensemble de chiffres, masse initiale, temps de corrosion, densité de résidus, spectre chimique final. Ces données sont rapprochées des registres d'interrogatoire, des schémas d'excision mnésique, des degrés d'exposition à certains secrets. À travers cette réduction, l'Inquisition cherche à atteindre une forme d'oubli qui ne soit plus seulement narrative, mais physico-mathématique, où le souvenir se perd dans les rapports stoichiométriques. Les salles de traitement sont organisées selon une séquence immuable. À l'entrée, les corps encore intègres
vidés de leurs implants mémoriels, sont pesés, compartimentés, indexés par des codes qui ne mentionnent ni l'affaire ni le monde d'origine. Plus loin, les bassins de dissolution, aux parois couvertes de sigils de dénégation, reçoivent ces fragments selon des ordonnancements décidés par des logiques de corrélation. Ne jamais laisser coexister dans un même bain des témoins ayant partagé une chaîne causale complète. Disperser les traces d'un même événement à travers des cuves et des cycles éloignés, de manière à briser, jusque dans la chimie, les possibilités de recomposition. Les rapports internes décrivent, avec un vocabulaire clinique, la formation de boues narratives, ces sédiments obtenus lorsqu'on laisse volontairement se mélanger, à faible concentration, les résidus de témoins issus d'affaires sans lien apparent, afin de diluer chaque histoire dans une masse anonyme d'impuretés. Au-delà de la dissolution matérielle, le registre rouge inclut les procédures destinées à dissoudre la position même de témoins. Les identifiants généalogiques sont retravaillés, les lignées coupées ou recodées, les matrices de conscription altérées pour effacer les traces structurelles qui pourraient signaler, à un regard ultérieur, qu'un groupe humain a servi d'interface avec un événement scellé. Des tableaux de descendance sont réécrits à partir de points arbitraires, créant l'illusion de familles spontanément apparues dans des secteurs précis, sans ancêtres liés aux opérations classées. Là où ce travestissement serait trop visible, on préfère parfois concentrer les derniers survivants dans des unités à haut taux de mortalité, laissant la statistique compléter la chimie. Certaines annexes du registre détaillent le sort des témoins non organiques. Les cogitateurs ayant enregistré des images, des vox, des journaux de capteurs lors d'événements destinés à disparaître ne sont pas simplement effacés. Leurs plaques de mémoire sont fragmentées, puis réintroduites sous forme de composants anodins dans d'autres machines affectées à des tâches sans rapport. Les courbes de charge de ces nouveaux dispositifs sont ensuite surveillées, comme si l'on craignait que des rémanences d'algorithmes, associées à des scénarios proscrits, ne modifient subtilement la manière dont les systèmes calculent ou classent. Là encore, la dissolution n'est jamais totale. Elle se contente d'abaisser en dessous d'un certain seuil la probabilité que des fragments logiques se recombinent en récits. L'examen attentif des strates successives du registre révèle toutefois des inflexions. Les couches les plus anciennes traitent le témoin comme un simple vecteur à neutraliser. Les classes ultérieures, marquées par les leçons tirées des cultes mal diagnostiqués et des enfants des dossiers scellés, montrent une inquiétude croissante devant les effets latents de ces dissolutions. Des notes marginales évoquent l'hypothèse que la destruction clinique des porteurs de mémoire pourrait renforcer au niveau du warp la charge symbolique des événements qu'ils emportent, comme si la négation absolue produisait, par contraste, une silhouette plus nette dans l'immatériel. Certains psychanas, affectés au suivi des secteurs où le taux de témoins dissous a été particulièrement élevé, signalent des rêves récurrents de foules sans visage, de salles d'interrogatoire où les sièges sont occupés par des contours vides, d'acide qui rongent des inscriptions jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un halo de rouge. Peu à peu, des coefficients de persistance doctrinale sont ajoutés aux entrées du registre. Ils mesurent non seulement la quantité de souvenirs qu'un témoin emporte potentiellement avec lui, mais la capacité de ce souvenir à engendrer des variantes du discours officiel, à infléchir, même faiblement, les formulations du credo dans son environnement d'origine. On distingue alors entre témoins passifs ayant subi les événements et témoins porteurs de formulations alternatives, ceux qui, par métier ou par inclination, manipulaient déjà des énoncés, des commentaires, des homélies. Pour ces derniers, la simple dissolution matérielle ne suffit plus. Des interventions plus fines, visant à repérer et à étouffer les écarts qu'ils laissaient derrière eux dans les prêches, les catéchismes, les versions locales du dogme, deviennent nécessaires. Ainsi, le registre rouge commence-t-il à fonctionner comme un miroir obscur de l'histoire doctrinale de l'impérium. Chaque nom noyé dans ces colonnes renvoie en négatif à une possibilité de dire autrement, à un infléchissement du credo que l'on a jugé bon de noyer avec la chair qu'il avait portée. En recoupant, avec une patience clandestine, les rares bribes accessibles de ces entrées avec les archives liturgiques fragmentaires des mondes concernés,
certains archivistes ont cru percevoir la silhouette de ces variations supprimées, accentuation différente de la figure du sacrifice, nuance dans la manière de nommer le trône, façon alternative d'articuler la loyauté et le doute. Elle ne subsiste plus que comme ombre portée, comme trace d'intonation disparue, mais leur répétition statistique suggère qu'elle formait autrefois un champ plus dense, un éventail de credos possibles, dont l'Inquisition, par couches successives de dissolution, a réduit l'amplitude. C'est vers ces échos doctrinaux, vers ces courants de foi effacés mais calculables, que se tourne le fragment suivant, consacré aux variantes perdues du credo. Les variantes perdues du credo ne survivent plus comme des textes intacts, mais comme des interférences mesurables, des déviations infimes dans la manière dont certains versets ont été récités, copiés, modulés à travers les siècles. Après les grandes vagues de dissolution consignées dans le registre rouge, quelques maîtres archivistes, travaillant à la lisière des interdits, entreprirent d'examiner non ce qui avait été écrit officiellement, mais la signature statistique de ce qui avait été dit, chanté, mémorisé. Ils croisèrent des milliers de fragments homilétiques récupérés sur des mondes marqués par un taux élevé de témoins dissous, analysèrent les lapsus des scribes, les variations métriques des litanies, les glissements de pronoms dans les prières. Ce travail ne livra aucun contre-catéchisme complet, mais fit apparaître des champs de probabilité doctrinale, des silhouettes de formulation alternatives, comme des spectres sémantiques flottant autour de la version canonique. Certaines de ces variantes se concentraient sur la figure du sacrifice. Là où le credo officiel insiste sur l'empereur Dieu immolé pour que l'humanité vive sous son regard éternel, des résonances mineures, mais répétées, évoquaient un trône vidé de présence, un sacrifice dont la finalité aurait été de retirer la source même de la lumière pour laisser aux hommes le fardeau de l'entretenir seuls. Dans ces micro-déviations, relevées dans la cadence des sermons, dans l'ordre des adjectifs, l'empereur apparaissait moins comme un foyer continu de grâce que comme une absence inaugurale, un centre creusé dont le rôle était de rendre irrévocable la responsabilité humaine. Les matrices de corrélation montrèrent que ces inflexions se rencontraient avec une fréquence accrue dans des régions soumises à de fortes opérations d'excision mnésique, comme si la conscience diffuse des vides imposés trouvait là une formulation tolérable. D'autres variantes, plus discrètes encore, touchaient au rapport entre foi et connaissance. Dans les versions strictement conformes, la curiosité est encadrée, subordonnée à la révélation. Mais, à la marge, des homélies isolées glissaient des formules ambiguës, où la vérité apparaissait non comme un dépôt clos confié à l'ecclésiarchie, mais comme une ligne asymptotique. Une approche sans fin vers un réel toujours en excès sur les symboles. Ces inflexions ne niaient pas le dogme, mais le reconfiguraient en trajectoire plutôt qu'en bloc immuable. Les zones où ces formulations spectrales se concentraient recoupaient étonnamment les cartes anciennes de la cartographie des pensées proscrites, comme si certains motifs mentaux, rendus imprononçables dans le langage séculier, cherchaient refuge dans la syntaxe liturgique. Plus dangereuses aux yeux des ordos doctrinaux étaient les variantes qui modifiaient imperceptiblement la frontière entre intérieur et extérieur. Là où le credo canonique désigne l'hérésie comme un assaut venu du dehors, renégat, xénos, puissance du warp, quelques sermons dégradés inversaient l'orientation, parlant de l'ennemi porté en soi, de l'ombre qui partage le sang de l'homme. Dans ces formulations, la menace n'était plus une intrusion, mais une cohabitation fondamentale, une altérité intime à surveiller plutôt qu'à repousser. Les analyses harmoniques des chants montrèrent que ces expressions surgissaient préférentiellement dans des communautés issues de lignées marquées par les dossiers scellés, comme si l'expérience muette d'une étrangeté inscrite dans la descendance trouvait dans le langage sacré un miroir oblique. À mesure que ces spectres doctrinaux étaient cartographiés, il devint clair qu'ils ne formaient pas un contre-credo unifié, mais un espace de possible que l'histoire impériale avait progressivement contracté. Chaque dissolution de témoins, chaque silence planétaire, chaque réforme liturgique avait refermé certaines branches de cet éventail, resserrant la foi autour d'un axe de plus en plus étroit. Pourtant,
Les modèles noétiques élaborés à partir des données recueillies montraient que ces variantes n'étaient pas de simples accidents. Elles correspondaient à des attracteurs stables de la pensée religieuse humaine, des manières récurrentes d'articuler dépendance et responsabilité, intérieure et extérieure, lumière et vide. Les supprimer totalement exigeait des opérations répétées, coûteuses, dont les effets secondaires, cultes mal diagnostiqués, rêves de témoins dissous, enfants des dossiers scellés, retraçaient en négatif la topographie du champ doctrinal amputé. Certains archivistes clandestins, méditant ces cartes fantômes, en vinrent à une hypothèse que peu eurent l'audace de consigner explicitement. Peut-être ces variantes perdues du credo ne provenaient-elles pas de forces étrangères, mais de la structure même de l'esprit humain, cherchant, sous des conditions extrêmes, à accommoder l'inconcevable. Ce que l'Inquisition nommait hérésie n'aurait alors été en partie que la tentative spontanée de la psyché de composer avec un excès de secret, de silence, de contradiction imposée. Dans cette perspective, les figures les plus redoutées, l'ennemi intérieur, l'ombre partageant le sang, cessent d'être des métaphores pour désigner des agents extérieurs et deviennent des descriptions involontaires d'une altérité logée au cœur de l'humain lui-même, révélant, par éclat, l'existence d'un xénos intérieur. C'est vers cette intuition inachevée, vers les dossiers fragmentaires où quelques chercheurs osèrent appliquer aux structures mentales humaines les méthodes réservées à l'étude des espèces non humaines, que se tourne le fragment suivant, consigné sous le titre prudent de rapport incomplet sur le xénos intérieur. Le rapport incomplet sur le xénos intérieur est conservé sous la forme d'un ensemble disjoint de sections, chacune portant un sceau contradictoire, tantôt doctrinal, tantôt technologique, comme si aucun ordo n'avait voulu en assumer la paternité entière. Son point de départ, brièvement résumé dans une introduction mutilée, repose sur une intuition née des cartes de pensée proscrites et des variantes perdues du credo. Ce que l'impérium désigne comme altérité radicale, ce xénos, qui justifie guerre sans nombre et purge préventive, pourrait avoir une contrepartie inscrite dans la structure même de l'esprit humain. Non pas une corruption warp, déjà abondamment décrite, mais une composante endogène, un axe d'organisation mentale dont les propriétés divergeraient si profondément de celles que le dogme érige en normes qu'il faille, pour le maintenir, traiter cette région intérieure comme un étranger permanent. Les premières sections exploitables comparent des matrices issues des études sur les espèces xénos à des jeux de données psychostatistiques humains. Les xénologues y avaient décrit depuis longtemps des modes de cognition non linéaires, des systèmes de valeurs sans équivalent dans l'humanité, des conceptions du temps et de l'identité où la frontière entre individu et collectivité, entre passé et projection, se brouillait. En projetant ces modèles sur les schémas mentaux humains issus des interrogatoires, des cultes mal diagnostiqués et des enfants des dossiers scellés, les auteurs du rapport repérèrent des correspondances faibles, mais persistantes, certaines séquences de pensée, rarement exprimées à haute voix, mais repérables dans les trajectoires d'association, semblaient approcher des organisations analogues à celles d'intelligence officiellement non humaines. Une section particulièrement endommagée tente de définir ces configurations comme un module étranger, non au sens d'un ajout parasite, mais comme une strate ancienne, peut-être pré-impériale, que les couches ultérieures de conditionnement auraient recouverte sans la dissoudre. Ce xénos intérieur se manifesterait par des élans récurrents vers des formes de coexistence ou de pensée que le credo désigne comme inassimilables, appréhension non hiérarchique des collectifs, acceptation des continuités avec le non-humain, perception du temps en dehors des axes linéaires de chute et de rédemption. Il ne s'agirait pas d'une hérésie apprise, mais d'une possibilité interne, réprimée, dont les manifestations ponctuelles seraient ensuite interprétées comme influence extérieure, alors même qu'elles émanent d'une potentialité native. Conscients du péril que représentait une telle thèse, les auteurs mirent en place, au sein même de leur enquête, des protocoles de censure croisés, fragmentant leurs résultats, dispersant les analyses entre plusieurs dépôts, espérant ainsi éviter la formation d'un tableau d'ensemble.
Cette précaution transforma le rapport en ruine programmée. Aucune section ne suffit à démontrer ni à réfuter l'hypothèse du xénos intérieur, et les vides méthodiquement ménagés devinrent eux-mêmes objets d'étude, préfigurant la future topologie des archives négatives. La notion d'archive négative apparut lorsque certains maîtres archivistes, confrontés au morcellement volontaire du rapport sur le xénos intérieur, constatèrent que les lacunes elles-mêmes obéissaient à des régularités plus stables que les fragments subsistants. Longtemps, le secret avait été traité comme une matière à retrancher, à enfermer derrière des scellés ou à dissoudre dans l'acide et l'oubli. Peu à peu, il devint manifeste que chaque retrait laissait un profil mesurable, un contour de silence dont la forme se répétait à travers des opérations sans lien apparent. La topologie des archives négatives naquit de cette prise de conscience. Au lieu de cartographier ce qui est, il s'agissait de décrire, avec la même rigueur, ce qui avait été méthodiquement empêché d'être consigné. Les premiers diagrammes de cette discipline inavouée sont d'apparence abstraite. Ils figurent des espaces d'indexation où certains intervalles de code, certaines plages chronologiques, certains croisements de rubriques sont systématiquement vides, comme si une main invisible avait creusé des galeries dans les socles de données. En superposant ces cartes de manque à celles des serments consumés, des mondes sigma, des silences planétaires, un réseau de correspondance apparut, traçant des lignes de force où les entreprises les plus disparates convergeaient vers un même résultat. Neutraliser certaines combinaisons de concepts avant même qu'elles ne puissent recevoir forme textuelle. Dès lors, chaque archive cessa d'être définie par son seul contenu. Elle incluait, comme une ombre portée, l'ensemble des exclusions qui l'avaient auscultée. Des matrices furent élaborées pour indexer non pas les documents, mais les impossibilités de documents. Ces constats, d'abord techniques, prirent une portée doctrinale. L'impérium n'apparaissait plus seulement comme ce qu'il disait de lui-même, mais comme l'ensemble des phrases qu'il s'interdisait de former. Les archives négatives devinrent ainsi un instrument de détection. Là où les silences étaient trop lisses, trop parfaitement répartis, les analystes devinaient l'intervention d'ordo supérieur. Là où les vides se fragmentaient en lacunes irrégulières, ils reconnaissaient les marques d'accident ou de catastrophe. Mais certains schémas échappaient à ces catégories. Sur quelques secteurs, les cartes de manque dessinaient des motifs clos rappelant les constellations inversées de la cartographie des pensées proscrites. Il semblait que l'Inquisition, en multipliant les retraits, eût fini par engendrer, dans la texture même de ces archives, des formes autonomes de négation, des structures de vide qui se maintenaient et se reproduisaient indépendamment des volontés initiales. Les rares notes spéculatives consacrées à ces phénomènes suggèrent que ces topologies du non-dit finissent par exercer, à leur tour, une influence sur ce qui peut encore être pensé ou écrit. Comme les masses d'un système stellaire fixent les orbites possibles des corps futurs, les concentrations anciennes de silence deviennent les nouveaux récits, les forçant à contourner certaines régions de sens. Peu de documents tentent d'exposer clairement cette idée. Ils se raréfient brusquement, comme si l'analyse de ces structures de vide avait été happée par le champ gravitationnel des archives négatives qu'elle décrivait, préludant à un dernier inventaire déjà vacillant, des vérités encore tolérées. On nomme, dans quelques catalogues scellés, dernier inventaire des vérités tolérées, une série de tableaux si sobres qu'ils en paraissent vides. Ils ne recensent ni doctrine ni loi, mais les bornes mouvantes de ce qu'il reste permis d'énoncer sans déclencher les mécanismes d'autodissolution décrits ailleurs. À la différence des archives négatives, il ne s'agit plus ici de cartographier le manque, mais l'étroite bande de sol encore reconnue comme dissible. Ces tableaux se présentent comme des grilles de compatibilité, où chaque proposition possible est évaluée selon plusieurs axes. Capacité à maintenir la cohésion, degré de friction avec les archives négatives, risque de réveiller des modules du xénos intérieur. La vérité n'y est plus un accord avec le réel, mais le résultat d'un calcul de stabilité, une zone d'équilibre entre ce qui doit être tu et ce qui ne peut l'être sans rupture. Les vérités tolérées ainsi recensées sont d'une nature particulière.
elles ne sont ni entièrement mensongères, ni pleinement adéquates aux phénomènes qu'elles recouvrent. Souvent, elles consistent en descriptions tronquées, où les causes profondes sont remplacées par des symboles, où les conséquences ultimes sont renvoyées à des formules liturgiques. Leur fonction n'est pas de dévoiler, mais de fournir des points d'appui stables pour la pensée, afin qu'elle ne glisse pas vers les zones cartographiées comme fatales. À mesure que les siècles passent, l'inventaire se rétrécit. Des entrées sont rayées, non parce qu'elles se sont révélées fausses, mais parce que les conditions mentales de l'impérium ne permettent plus de les soutenir sans risque. Certaines formulations autrefois admises sur la responsabilité humaine, sur la faillibilité des institutions, sur la contingence des victoires, sont reclassées comme dangereuses pour la cohésion, déplacées vers la marge des archives négatives, puis absorbées par elles. Quelques notes tardives, en marge du dernier inventaire, témoignent d'une perplexité silencieuse chez ceux qui le tenaient à jour. Ils constatent que l'espace des vérités tolérées tend vers une forme de tautologie. Ne reste pleinement admissible que les énoncés qui répètent, sous des déguisements variables, l'affirmation brute de la survie impériale et de la nécessité de la souffrance. Tout ce qui introduit une nuance sur la finalité, la proportion, la possibilité même d'autre chose, glisse peu à peu hors champ. Lorsque les dernières mains humaines consignent ces observations, elles ajoutent, presque malgré elles, un dernier chiffre, la date au-delà de laquelle aucun ajout ne sera plus accepté. Non parce que tout aura été dit, mais parce que l'inventaire lui-même doit cesser d'exister comme objet distinct, se fondre dans l'indifférencié des archives négatives. À partir de ce point, plus rien ne viendra distinguer, au sein du vaste silence impérial, ce qui est encore toléré de ce qui ne l'est plus. Seul subsistera, porté par d'innombrables bouches usées, la répétition mécanique de quelques formules, dont nul ne saura plus si elles décrivent le monde, ou seulement la cage où l'esprit humain a été prié de tourner jusqu'à extinction.